dit de cette cité qu'elle est éternelle, qu'il s'agit d'un écrin de l'humanité qui brille au-delà des siècles et des soubresauts de l'histoire. Oui, Rome, capitale au destin multiple, s'est façonnée sur des milliers d'années. Aujourd'hui, c'est une ville apaisée, une ville de paix et de spiritualité. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. L'Europe, à la fin du XVIIIe siècle, traverse une période difficile. Le vieux continent est marqué par la guerre. Dans tous les pays, l'autorité du pape est battue en brèche. L'empereur d'Autriche cherche à s'accaparer une partie de l'Italie. Au Portugal, le marquis de Pombal est clairement hostile au pape. En France, la Révolution bouscule, persécute la religion catholique. Bientôt, les troupes du Directoire, sous les ordres de Berthier, entreront dans Rome. Dans ce chaos, les qualités humaines de Pie VII et surtout le talent de négociateur de son secrétaire d'État, le cardinal Consalvi, s'avèrent essentiels. Ces deux hommes vont tout reconquérir. Et Consalvi sera l'homme des terribles défis qu'il relèvera face à Napoléon Bonaparte. Mais qui êtes-vous donc, Ercole Consalvi? Consalvi a été cardinal secrétaire d'État car il s'est trouvé dans une situation dramatique. L'époque de l'Église était dans une situation dramatique. Alors, il peut donner sa contribution. Consalvi et Pie VII, c'est un couple, au sens politique du terme naturellement, c'est un couple qui va contribuer à la résurgence, la régénérescence, en quelque sorte, de la papauté au début du XIXe siècle, alors que la papauté avait été détruite. Il a réussi aussi à restaurer la place morale du Saint-Siège en Europe. Le Saint-Siège, avant la Révolution française, est une puissance de second rang. Elle le reste après la Révolution française. Mais le magistère moral du pape, lui, sort renforcé de cet épisode de la Révolution française. Et cela, on le doit en partie à Consalvi. On connaît Consalvi parce que c'est un diplomate, mais c'est un diplomate profondément chrétien. À Rome, nous avons rejoint le père Ardura, qui est président émérite du comité pontifical des sciences historiques. Il est un spécialiste de l'histoire de l'Église. Il y a près d'un demi-siècle qu'il vit ici. Pour lui, la ville n'a plus de secret. Depuis plusieurs mois, le père Ardura travaille sur une nouvelle traduction des mémoires du cardinal Consalvi. Il est revenu au plus près du texte, au plus près de la pensée de l'auteur, ce qui donne une nouvelle lecture du personnage. On redécouvre notamment la foi du cardinal. Lorsque nous lisons les mémoires de Consalvi, il demeure très pudique sur ses sentiments personnels, surtout ses sentiments religieux, sur sa foi. Et cependant, quand nous lisons entre les lignes, et parfois exceptionnellement, explicitement, nous voyons que Consalvi est un homme qui a une foi inébranlable dans la providence. La foi de Consalvi est une foi qui a, si je puis dire, pris l'ensemble de sa vie, de son être. Et c'est pour cela que tous les grands principes qui sont les siens et auxquels il va être attaché au point de résister devant tous les dangers possibles, c'est que sa foi fait qu'il est fondamentalement fidèle. Il est fidèle à l'Église. On parle de lui simplement comme politicien et diplomate, mais il avait la foi. Et il était diacre.
Et jamais prêtre, parce que pour lui, ce n'était pas sa vocation. Nous n'avons pas un traité de spiritualité de Consavi, ce n'est pas son travail. Nous n'avons pas un journal spirituel. Mais nous avons quelque chose. Ercole Consalvi naît à Rome le 8 juin 1757. Il a 3 frères et une sœur. Leur père meurt lorsqu'ils sont enfants. Le cardinal d'York a alors une influence décisive sur leur éducation. Le cardinal va sensibiliser le jeune Ercole à la culture anglaise. Il restera marqué par cette influence. Lui et ses frères deviennent élèves du collège des Scolopes d'Urbino, puis du séminaire de Frascati. En 1776, il entre à l'Académie des nobles ecclésiastiques de Rome, dont il sort en 1782 après l'obtention de son doctorat. Une dizaine d'années plus tard, il est auditeur de la Rote, un tribunal de l'Église catholique qui instruit principalement les causes canoniques et matrimoniales. La Rote, à l'époque, donc, traite directement des affaires qui concernent les évêques, les diocèses, et puis c'est aussi un tribunal d'appel, en particulier pour les causes matrimoniales. En 1793, Consalvi est envoyé à Bologne. La ville connaît de graves difficultés économiques. Il doit participer à sa transformation. Mais l'armée française entre en jeu. Bonaparte est engagé dans la première campagne d'Italie en 1796, à la demande du Directoire, dans le cadre d'une offensive qui doit permettre de vaincre l'Autriche. Une armée, la principale, est envoyée par le nord, c'est-à-dire par la Bavière, et Bonaparte est à la tête d'une armée plus simple, d'environ 30 000 hommes, qui doit, par l'Italie du Nord, par la Lombardie, vaincre les Autrichiens. Il faut savoir qu'à l'époque, la Lombardie est une possession autrichienne. Une Italie qui est bien différente de ce que l'on imagine aujourd'hui. Quand on évoque l'Italie au début du XIXe siècle, on peut reprendre l'expression du chancelier autrichien Metternich. C'est une expression géographique. La péninsule est divisée entre plusieurs États, certains importants, comme le royaume de Naples au sud, qui est associé au royaume de Sicile, le royaume de Piémont-Sardaigne au nord-ouest, également les États pontificaux, mais il n'y a pas d'unité territoriale de l'Italie. Les États pontificaux datent du 8e siècle. Du côté italien, les États du Nord-Est s'appellent les légations. Ce sont des États qui suscitent la convoitise. Les armées, dont celle de Napoléon, font tout leur possible pour les conquérir et s'y installer. Ce sont les territoires les plus riches des États pontificaux, et donc c'est de là que la papauté tire l'essentiel de ses ressources. Donc pour le pape, c'est très important de conserver ce pouvoir temporel. Il sait aussi qu'il peut jouer un rôle d'arbitre, finalement, entre les différentes puissances qui sont influentes en Italie, l'Autriche, la France désormais, puisqu'elle est omniprésente en Italie. Il existait dans les États pontificaux une congrégation des armes. Mais nous sommes, avec toute la structure de l'État pontifical, dans une structure qui est exclusivement ecclésiastique. Donc tous les membres du gouvernement sont des clercs, y compris dans la congrégation des armes. Alors la transformation consiste à mettre à la tête de la congrégation militaire l'un général qui sera assisté par des officiers. Et il y aura un clerc qui sera assesseur, qui sera chargé en quelque sorte de suivre, de contrôler l'activité de la congrégation. Et c'est ce qui échoua à Consalvi. Le nord des États pontificaux est occupé par l'armée française à partir de juin 1796, et d'ailleurs cela se règle très vite par un armistice. Mais cet armistice est provisoire, et à l'automne 1796, il est relevé par les Français qui choisissent de reprendre l'offensive, de montrer une politique plus agressive vis-à-vis de l'État pontifical. Donc ils laissent proclamer une république dans le nord des États pontificaux, la république cispadane. Ils occupent également le port d'Ancône.
Le résultat de tout cela, c'est qu'il y a une forme de pression qui s'exerce sur l'État pontifical pour arriver à une paix. Cette paix est signée en février 1797 par le traité de Tolentino, qui impose des conditions extrêmement dures à l'État pontifical. Le pape doit reconnaître le rattachement d'Avignon et du comtat venessin à la France, qui était intervenu quelques années plus tôt, en 1791. Il doit également accepter que les légations et la Romagne, qui sont les territoires les plus au nord de l'État pontifical, soient détachés et forment désormais une république dite cispadale, une république alliée de la France, ce qu'on appelle une république sœur. Autre condition du traité de Tolentino, c'est évidemment les conditions financières, avec un tribut très lourd qui est imposé à l'État pontifical, mais qui, particularité, se manifeste aussi par la cession d'un certain nombre d'œuvres d'art, ce qui évidemment est extrêmement sensible à Rome, qui est la patrie des arts. Mais Bonaparte n'arrête pas là sa course. Berthier, son chef d'état-major, va bientôt entrer dans Rome. La situation de Rome en 1798 est une situation complexe parce que il y a eu des émeutes à la fin de l'année 1797. Sur place, il y a un ambassadeur qui n'est autre que le frère aîné de Napoléon Bonaparte, Joseph. Au cours de ces émeutes, entre l'armée pontificale et les émeutiers républicains qui veulent le renversement de la papauté, l'un des collaborateurs de l'ambassadeur, qui s'appelle Dufaux, est tué par les soldats pontificaux, ce qui va conduire à une crise diplomatique. Joseph quitte à la fin du mois de décembre Rome et dans les semaines qui suivent, le Directoire donne l'ordre à Berthier, qui commande l'armée d'Italie, de s'emparer de Rome. Consalvi va être parmi donc, tous ceux qui vont essayer de ménager l'entrée de ces soldats français. Il va jouer donc un rôle en faveur, disons, d'une certaine paix. Il va faire en sorte que cette arrivée, cette occupation de la ville se passe avec le moins de dommages possible, et pour la ville et pour ses habitants. Le 6 février 1798, les troupes françaises envahissent Rome. Le chaos s'installe. Consalvi est arrêté et conduit au château Saint-Ange. Il y reste 44 jours. Ses conditions de détention sont difficiles. On lui propose de s'évader, mais il refuse. Lorsqu'on le libère, il part rejoindre Pissis que les Français gardent en détention dans la Chartreuse de Florence. Dans la nuit du 19 au 20 février, la République romaine est proclamée. Mais Rome, comme tout le reste de l'Italie, va succomber aux assauts des Autrichiens en 1799, puisqu'il y a une nouvelle coalition qui se forme contre la France, avec la Russie, qui envoie aussi des troupes en Italie, l'Autriche, l'Angleterre, et cette coalition va contribuer finalement à obliger l'armée française à quitter l'Italie, sauf une petite partie du côté de Gênes où elle conserve ses positions. Pendant l'occupation de Rome, les Français ont déplacé et mis en résidence surveillée le pape à Valence. Tout au long du voyage, une grande ferveur populaire l'a accompagné. Mais, épuisé par ce périple et ses aléas, il meurt le 29 août 1799. Consalvi est déjà parti pour Naples. Puis, il a rejoint Venise, où l'ensemble des cardinaux se sont réfugiés. Ils sont libres, mais restent sous l'autorité de l'empereur d'Autriche. Il faut élire un nouveau pape. Pour cela, les cardinaux se réunissent et organisent un conclave. Dans tous les conclaves, il y a un secrétaire du conclave. Or, le secrétaire du conclave était resté à Rome. Les cardinaux ne voient la difficulté de le faire venir et peut-être même ne souhaitent pas le faire venir. Et alors, on choisit quelqu'un. Et on va choisir Consalvi. Lors du conclave, les cardinaux se partagent entre ceux qui préfèrent élire un pape favorable à l'Empire autrichien et ceux qui imaginent mieux un pape soutenant la France. Consalvi se montre habile négociateur et fait apparaître une troisième voie, celle du cardinal Chiaramonti,
une personnalité qui paraît plutôt effacée. On le croyait un homme faible, mais en réalité, il était résolu. Un homme qui cherchait l'entente, le compromis, mais il était très attentif aux données de la doctrine. Pas beaucoup de personnalité, mais beaucoup de nuances. Et c'est un pape courageux. Il est prêt à tout, à donner même sa propre vie, pourvu qu'on sauve l'unité de l'Église. Mais il est sûr qu'il s'appuie sur ses principaux collaborateurs, et en particulier sur Consalvi. À Rome, les temps changent. Les Autrichiens ont repris la ville aux Français. Le pape, juste élu, prend ses fonctions. Les États pontificaux sont reconstitués et la Rome pontificale renaît. Le 11 août 1800, Ercole Consalvi est créé cardinal. Lorsque Consalvi revient à Rome avec le pape, qu'il est nommé secrétaire d'État, il faut reconstituer l'État. Il faut reconstituer le gouvernement. Et c'est là qu'il va essayer de mettre en pratique ce que sont ses convictions, puisque le monde d'avant n'existe plus. Avec l'arrivée de l'armée française, eh bien c'est la Révolution qui est arrivée, avec les idées de la Révolution. Donc tout le gouvernement ecclésiastique est balayé. Et la France établit donc ses propres fonctionnaires. Toutes les lois qui étaient plutôt restrictives sont balayées. Les Juifs eux-mêmes voient leur ghetto ouvert, pour ne pas dire supprimé, au moins ouvert. Nous avons une transformation dans le monde des idées, ces idées d'égalité, ces idées de démocratie, sont des idées qui jusque-là n'avaient pas cours. Et donc, le monde d'après ne sera pas le monde d'avant la Révolution. Et Consalvi en est parfaitement conscient, ce qui le distingue de son entourage. On a beaucoup parlé de Consalvi et la modernité. Dans une certaine historiographie, on a parlé aussi d'un cardinal libéral. Mais ce sont des interprétations qui sont passées depuis beaucoup de décennies. C'est sur un point. C'est lui qui a permis la rencontre parmi l'Église catholique romaine et les produits de la Révolution française. Consalvi tente de réformer l'administration pontificale. Il y a trop de clercs et tous sont très attachés à leurs privilèges. Il cherche aussi à rationaliser les institutions publiques. Sur le plan économique, il remplace la monnaie et essaye d'établir le libre commerce. Consalvi se distingue par sa clairvoyance. Il est capable d'entrevoir le futur, l'avenir de l'État. Et il sait que cette pérennité de l'État pontifical est liée à des exigences qui sont communes à tous les États. Et par conséquent, il va y avoir la question de l'administration fiscale, la question de la défense, la question des impôts, la question des licences pour exercer les métiers, pour exercer les commerces, tout ce qui va concerner également l'importation des marchandises, leur exportation éventuelle. Et il y a toute la question il y a la marine. Il a essayé d'apporter une réforme à partir de ce qu'il a appris du passage de l'administration française à Rome. Mais il va avoir énormément, évidemment, de résistance. Il va essayer autant qu'il le pourra, parce que
Nous sommes là tout à fait au début du règne de Pie VII, mais il va tout de suite être pris par d'autres obligations qui vont l'amener loin de Rome. En France, la Révolution a mis à mal les affaires de l'Église. Les persécutions sont quotidiennes. Si, en 1794, avec la Convention thermidorienne, les choses s'arrangent, l'avenir de l'Église de France demeure très fragile. Sous le Directoire, l'idée d'un concordat va naître. Il s'agit d'un traité qui permettra à l'État français et à l'Église catholique de se réconcilier. L'Église de France ressort fragilisée de l'épisode révolutionnaire des 10 années qu'elle a connues. Je dirais d'abord qu'elle en sort fracturée, divisée, puisque l'un des premiers effets de la Révolution, cela a été de diviser le clergé. L'Assemblée nationale constituante, élue en 1789, les anciens États généraux devenus Assemblée nationale constituante, mettent au point une nouvelle organisation de l'Église de France qui est calquée sur le nouvel ordre politique, avec notamment l'élection des ministres du culte, les évêques, les curés, par tous les citoyens, quelle que soit leur religion. Et une organisation qui détache aussi, en grande partie, l'Église de France de l'Église romaine, même si elle continue de reconnaître le pape. Bonaparte est agnostique, il l'a rappelé à plusieurs reprises, mais il est aussi attentif à utiliser la religion comme garant de l'ordre social. Il dira à un moment donné que s'il avait gouverné plus longtemps en Égypte, il se serait converti à l'islam. Parce que pour lui, un chef d'État doit être nécessairement de la religion de son peuple. Et dans cette perspective, le catholicisme, qui est la religion, comme le dira le préambule du Concordat, de la grande majorité des citoyens français, doit être pratiqué par le chef de l'État. Donc il a besoin de la religion pour s'assurer que le peuple ne va pas se révolter. Du côté du Saint-Siège, le but sera de faire reconnaître la liberté de culte et le caractère public du culte, qui ne sera pas simplement enfermé dans les églises. D'autre part, il y a une épine dans le flanc de l'Église. C'est l'Église constitutionnelle, celle qui est née à partir de la constitution civile du clergé. C'est un schisme. Et donc la signature du Concordat devrait être, dans l'esprit de Pie VII, le moyen de mettre fin au schisme. À Milan, en juin 1800, Bonaparte lance un appel à Pie VII pour la signature de ce concordat. Mais les négociations traînent en longueur. Le Français accorde beaucoup d'importance à ce traité. Il a une idée précise de ce qui doit être écrit dans le texte, puis signé par les deux parties. Et il y tient. Napoléon Bonaparte va lancer un ultimatum au pape, soit il conclut, il accepte le projet qui a été préparé, soit les troupes françaises qui sont en Italie, à 2 pas de Rome, entreront dans Rome et donc forceront militairement le pape à céder. C'est donc dans ce cadre-là que le cardinal Consalvi est appelé à participer à la négociation. L'idée est venue de l'ambassadeur de France à Rome, qui s'appelle Cacco, qui va conseiller au pape d'envoyer une forte personnalité à Paris, en la personne du cardinal Consalvi, qui à ce moment-là est secrétaire d'État de Pie VII, qui arrive à Paris, donc au printemps de 1801. Les négociations du Concordat sont en réalité extrêmement difficiles, dans la mesure où les deux parties ont des attentes élevées. Du côté de la France, Bonaparte est entouré d'un personnel politique qui est en grande partie hérité de la Révolution, avec des ministres, des parlementaires, des conseillers d'État qui sont, pour une bonne part, hostiles à la religion catholique, qui auraient vu d'un très bon œil la disparition de la papauté en 1799 à la mort du pape Pie VI, et qui ne voient pas pourquoi on remet l'Église catholique en selle, si je puis dire, en négociant avec elle. Le Concordat a été long à être achevé pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Église, la papauté, est défavorable au principe de la liberté religieuse qui est affirmé dans le préambule. Pour Rome, ce qui était très important, c'est de devoir reconnaître le catholicisme comme religion de l'État, ce qui n'est pas le cas.
Le catholicisme n'est que la religion de la grande majorité des citoyens français, ce qui va ouvrir la porte donc à la reconnaissance de cultes minoritaires, et pour l'Église, c'est impensable. Donc c'est un premier point de discorde. L'autre point de discorde, c'est la demande de Napoléon Bonaparte d'obliger tous les évêques en place, évêques constitutionnels, mais aussi évêques réfractaires, à démissionner. Donc cette idée d'une démission collective de l'épiscopat, qui est une première, ça ne s'est jamais vu, est également impensable pour Rome, qui finira par accepter cette mesure. Et enfin, il y a un troisième problème qui se pose, c'est la question de ce que l'on appelle la police des cultes. Dans le Concordat, il est prévu qu'il y ait un contrôle des activités cultuelles, et pour Rome, c'est vraiment une pomme de discorde. Et c'est sur cette affaire-là, particulièrement, que les derniers jours vont être très compliqués. La difficulté, c'est que Napoléon veut absolument imposer ses volontés. Et Consalvi l'a bien compris, et il dit qu'il est capable d'utiliser tous les stratagèmes possibles. Et en fin de compte, lorsque la résistance est trop grande, il a une arme, ce sont ces fameuses colères. Il dit, les gens ont peur des colères de Napoléon Bonaparte. Sauf Consalvi. Consalvi s'affirme dans cette négociation sur le Concordat comme un diplomate. C'est incontestablement un politique, mais qui a aussi un art de la négociation et qui le démontrera par la suite. C'est un homme qui a un sens pratique, qui même s'il a des idées bien arrêtées, est capable aussi du compromis. Et c'est ce compromis qui permet finalement la signature d'un concordat qui, malgré les articles défavorables à Rome, est finalement aussi une victoire pour la papauté, puisqu'il faut se souvenir que la papauté n'avait plus aucune influence sur l'Église de France, et que par ailleurs, ce concordat non seulement concerne la France telle qu'on la connaît, la France hexagonale, mais aussi la Belgique, l'actuelle Belgique, les départements rhénans, qui sont des départements catholiques, et bientôt, ce concordat sera aussi étendu au Piémont. C'est-à-dire qu'en fait, le concordat concerne une grande partie de l'Europe catholique de l'époque, ce qui est aussi important pour la papauté. Lorsqu'il revient à Rome, toute la question pour Consalvi, tout l'enjeu est de faire accepter le traité qu'il a signé et qui rencontre de fortes oppositions au sein de la curie, puisqu'une majorité des cardinaux qui forment la commission qui, depuis le début, est chargée de suivre les négociations depuis Rome, d'avaliser ce qui se fait à Paris, une majorité de cette congrégation, comme on dit, on parle de congrégation cardinalice, est hostile à l'accord qui a été conclu. Et le génie de Consalvi, ce sera, dans les quelques semaines qui suivent son retour à Rome, de retourner la majorité avec l'appui de Pie VII, de convaincre les cardinaux, un par un, qu'il faut signer ce traité, que s'ils ne le signent pas, si le pape refuse ce traité, on n'aboutira pas à une solution avec la France, et que donc la situation de l'Église de France ne pourra qu'empirer. Du côté de Bonaparte, c'est la reconnaissance par une puissance spirituelle importante comme la papauté de son pouvoir. D'ailleurs, l'un des premiers à réagir, c'est le prétendant royaliste Louis XVIII, qui ne comprend pas que le pape ait ainsi apporté une légitimité au pouvoir de Bonaparte, qui n'est au pouvoir que depuis un peu plus d'1 an. Les catholiques, de fait, se rallient au nouveau régime en grand nombre, acceptent le nouveau pouvoir, et l'Église de France sera, de manière générale, un instrument loyal entre les mains du pouvoir jusqu'à la chute de Napoléon en 1814. En 1804, Napoléon fait part à Pie VII d'une nouvelle exigence. Il veut être couronné empereur et souhaite sa présence lors du couronnement. Celui qui est chargé de la négociation avec Rome, c'est le cardinal Fesch, qui à l'époque, donc l'oncle de Napoléon, qui à l'époque est ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, et c'est lui qui va engager cette négociation. Les cardinaux sont divisés sur l'idée de savoir s'il faut ou non accepter que le pape se rende à Paris pour sacrer Napoléon. Après le demi-échec du Concordat,
surtout en ce qui concerne le clergé constitutionnel. Consalvi convainc le pape qu'en allant à Paris, il pourra rencontrer personnellement les constitutionnels pour qu'ils se réconcilient avec lui. La position de l'Église catholique, de la papauté, à partir de 1804, donc en acceptant le couronnement de Napoléon, c'est en effet le prolongement d'une sorte d'alliance qui s'est nouée lors de la signature du Concordat, mais c'est aussi une façon de rappeler que l'Église n'a pas de préférence en matière de régime politique. Ce sera une ligne constante tout au long du XIXe siècle, et donc finalement, le chef de l'État légitime en France étant Napoléon, la papauté reconnaît Napoléon. Le pape passe 5 mois à Paris pour le sacre de Napoléon. 5 mois qu'il occupe à visiter la capitale, à rencontrer les hauts dignitaires de l'État. Resté à Rome, Consalvi s'occupe des affaires courantes. Il est d'abord confronté à une brutale épidémie de peste. Puis, il fait face à une inondation d'une exceptionnelle gravité. Les débordements du Tibre l'amèneront, des années plus tard, à aménager les berges, à améliorer leur navigabilité. Ce sera une de ses grandes œuvres. Ces turbulences naturelles résonnent avec les tourments que connaissent la France et les États pontificaux. Depuis sa signature, le Concordat est mis à mal par des articles organiques. Il s'agit d'un texte de loi que Bonaparte a ajouté sans l'avis du pape. Ces ajouts qui, bien sûr, sont à son avantage, empiètent sur l'autorité spirituelle. De plus, sur le terrain militaire, une troisième coalition s'oppose à lui. La papauté n'était pas associée à cette troisième coalition, mais Napoléon a le sentiment que le pape a soutenu les intérêts de l'Autriche, qui est battue à Austerlitz, et aussi les intérêts du royaume de Naples, qui fait partie de la coalition. Donc, Napoléon va réagir à l'égard du pape en lui rappelant qu'il tient son pouvoir de l'empereur. D'une certaine façon, il rappelle le souvenir de Charlemagne, qui a été à l'origine des États pontificaux, et il menace directement la papauté de prendre des mesures contre elle. D'ailleurs, il fait occuper les ports des États pontificaux pour bien montrer que c'est la France qui domine. Les États pontificaux sont traversés par l'armée française en 1806, lorsque celle-ci s'élance à la conquête du royaume de Naples. Ils sont régulièrement occupés, certaines parties du territoire pontifical sont occupées. À partir de 1806, Napoléon exige que l'État pontifical adhère au blocus continental. Or, sur toutes ces questions-là, Consalvi est très ferme. Il a une ligne très claire qui est la neutralité de l'État pontifical. Il le montrera tout au long de sa carrière comme secrétaire d'État, c'est pour lui une constante. Et il soutient par conséquent la résistance de Pie VII aux exigences de la France. Et tout cela explique aussi le raidissement des relations entre la France impériale désormais, et de l'autre côté l'État pontifical, représenté entre autres par Consalvi. Napoléon finit par exiger le départ de Consalvi. Il est remplacé par le cardinal Pacca. En 1809, Napoléon annexe totalement les États pontificaux. Que fait le pape? Il fulmine, comme on dit, une bulle qui excommunie les auteurs de l'attentat perpétré contre Rome. Dans cette bulle, il ne prononce pas le nom de Napoléon, parce qu'il veut, finalement, on est dans le cadre du droit canon, il veut éviter qu'il y ait une rupture complète entre le chef de l'État et l'Église catholique. Mais le résultat est le même. Napoléon considère qu'il a été ostracisé, il interdit la publication de la bulle en question, et il va donner l'ordre. Là aussi, c'est assez complexe parce que l'ordre n'est pas formel, mais c'est ainsi qu'il est interprété. Il donne l'ordre de faire arrêter le pape, ce qui est fait par un général de gendarmerie qui s'appelle le général Radet, qui va arrêter le pape, qui est alors au Quirinal, l'un de ces palais pontificaux, et après on ne sait pas que faire du pape, donc on l'emmène en France, il va aller jusqu'à Grenoble, et puis finalement
On le ramène à Savone, c'est-à-dire une petite ville à côté de Gênes, où il va passer 3 ans avant d'être transféré à Fontainebleau. Consalvi ne préside plus aux destinées de Rome. Pourtant, début 1810, il est convoqué à Paris. Napoléon veut installer la papauté dans la capitale de la France. Alors, il fait venir une trentaine de cardinaux et engage des travaux près de Notre-Dame. L'empereur a une autre idée dans la tête. Il va épouser Marie-Louise. Pour cela, sa précédente union avec Joséphine doit être annulée. Et la présence de Consalvi au mariage, c'est la caution du pape. Le mariage de Bonaparte est évidemment un très grand défi pour Consalvi, puisque Napoléon va vouloir assurer sa descendance et donc il va chercher une nouvelle épouse. Mais il est déjà marié. Que va-t-il faire? Il va faire reconnaître un divorce civil, puisque le divorce a été introduit par la Révolution. Et quant au mariage religieux, il va trouver un stratagème. Il va le faire reconnaître par l'officialité, le tribunal ecclésiastique de Lyon, présidé par son oncle, le cardinal Fesch. Et ici, nous nous trouvons encore avec le cardinal Consalvi devant de grands principes sur lesquels il ne cédera jamais avec 12 autres cardinaux qui l'accompagneront. Premièrement, assister au mariage, c'est reconnaître le mariage civil et le divorce civil. Deuxièmement, assister au mariage religieux, c'est reconnaître que le tribunal ecclésiastique de Lyon était compétent, alors que toutes les causes matrimoniales des gouvernants sont réservées au Saint-Siège. Donc, un certain nombre de cardinaux, dont fait partie Consalvi, considèrent que le mariage n'a pas été annulé de manière juridiquement valable. Et donc, si le mariage religieux n'a pas été annulé, il ne peut pas y avoir un deuxième mariage, puisque l'Église ne reconnaît pas la bigamie. Et donc, c'est pour cette raison que 13 cardinaux, dont Consalvi, vont refuser d'assister non seulement au mariage civil, mais aussi et surtout au mariage religieux qui se déroule au Louvre le 2 avril 1810. Napoléon se marie et découvre donc 13 sièges vides dans l'édifice religieux. Et ils vont être convoqués en présence donc de Talleyrand et Fouché qui seront là tous les deux et ils vont attendre évidemment la sentence, la punition. Et la punition, c'est que l'empereur ne les reconnaît plus comme cardinaux et donc ils ne pourront plus porter les insignes cardinalices. Et ils vont être envoyés 2 par 2, en exil disons, dans diverses villes de France. Consalvi est envoyé à Reims où il passe 3 ans. Avec les autres cardinaux frondeurs, ils ont pour obligation de s'habiller en noir. En 1813, à Fontainebleau, Bonaparte tente de mettre en place un second concordat que le pape, conseillé par Consalvi, refuse de signer, le rendant ainsi caduc. Le cardinal a compris que le temps de l'Empire s'achève. Un an plus tard, il rejoint le pape à Rimini et celui-ci le rétablit dans ses fonctions de secrétaire d'État. Napoléon, il va recroiser une autre fois le cardinal Consalvi quand Napoléon va vers l'Elbe, l'île de l'Elbe, et Consalvi va retourner vers l'Italie et il dit au maréchal proche de lui, regardez cet homme-là, il a l'air qui n'est pas un prêtre, mais il est plus prêtre que les autres.
Consalvi, revenu aux affaires, souhaite se rapprocher de l'Angleterre qui compte de plus en plus sur l'échiquier européen. À Rome, il relance le collège anglais, où l'on forme les prêtres catholiques de ce pays. La prise de Rome par Berthier avait entraîné la fermeture du collège. Consalvi, dont l'éducation a été marquée par le cardinal d'York, s'engage dans la renaissance de ce lieu de formation. C'est aussi à cette époque qu'il décide de se rendre en Angleterre. Je pense que l'influence anglaise qu'il a acquis auprès du cardinal d'York lui a été très utile pour comprendre comment fonctionnaient les Anglais d'un point de vue diplomatique. Ce n'est pas le même esprit qu'un Français, ce n'est pas le même esprit qu'un Italien. Et le fait d'avoir eu cette formation très jeune, dès l'âge de 14 ans, de maîtriser parfaitement la langue anglaise, ça a été un atout considérable, y compris pour sa carrière de diplomate à un niveau international, puisqu'il pouvait jouer dans la cour des grands. Lorsque Consalvi se rend en Angleterre après la chute de Napoléon, il ne faut pas oublier qu'il est d'abord allé rencontrer Louis XVIII. Et donc, il va chercher auprès de souverains, y compris de souverains non catholiques, un appui pour que le Saint-Siège puisse récupérer les États pontificaux. Et ceci donc en prévision du Congrès de Vienne. À la suite de la chute de Napoléon en 1814, il abdique le 6 avril 1814, les Européens décident de réunir un congrès à partir du mois de septembre 1814 à Vienne, puisque finalement Vienne c'est l'épicentre de la résistance à Napoléon, et la figure de Metternich s'impose alors comme celle de celui qui aura organisé la dernière coalition contre l'empereur. Donc pratiquement 90 États sont représentés à Vienne, dont les 5 principales puissances qui ont vaincu la France, la Russie, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre. Je dis 5, paradoxalement, parmi ces 5, il y a aussi la France de Louis XVIII qui est associée aux principales négociations. La papauté envoie un représentant en la personne de Consalvi. Le Consalvi qui était déjà venu à Paris au printemps 1814, qui s'est ensuite rendu à Londres, car son objectif, c'est de récupérer les États pontificaux. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en 1814, Rome est occupée par Naples, par les Napolitains, c'est-à-dire par Murat, qui s'est désolidarisé de Napoléon, qui s'est allié aux Autrichiens et aux Anglais. Et donc les États pontificaux sont occupés par l'armée napolitaine. Le congrès de Vienne, c'est sans doute le sommet de la carrière de Consalvi en tant que diplomate. C'est là qu'éclatent le plus ses talents de négociateur, son habileté aussi à retourner les situations. De ce point de vue-là, il ressemble beaucoup à un autre grand acteur de ce congrès de Vienne, à savoir le prince de Talleyrand, qui lui aussi part d'une situation, non pas désespérée, mais en tout cas extrêmement délicate, puisqu'il représente la France qui a été vaincue, et qui va réussir à obtenir, pour la France de Louis XVIII, un certain nombre d'avantages insoupçonnés. C'est également ce que va faire Consalvi pour l'État pontifical. Consalvi va finalement réussir à obtenir la restitution de la quasi-totalité de cet État pontifical, à quelques exceptions. D'abord, Avignon et le comtat venessin qui avaient été signés au traité de Tolentino. Et là, sur ce point, la France de Louis XVIII est extrêmement ferme. Donc c'est là, véritablement, le triomphe de Consalvi. Il l'a obtenu de différents moyens, parce qu'il a su jouer, comme le prince de Talleyrand d'ailleurs, sur les divisions entre les grands vainqueurs de Napoléon, l'Autriche, la Russie, le Royaume-Uni aussi. Il a su lier à cette occasion des liens avec les diplomates britanniques, donc avec des puissances protestantes. Il a su également capitaliser sur la sympathie qu'a suscité Pie VII, sur la situation de Pie VII, son emprisonnement, sa mise en résidence surveillée par Napoléon pendant de longues années. Il a su également jouer sur cette corde-là, et un certain nombre de puissances y ont été sensibles. Là, c'est un argument moral, en quelque sorte, qu'il a réussi à remuer. Et puis également, il a bénéficié du contexte des 100 jours qui rebattent les cartes. Et dans le contexte des 100 jours, les négociations qui traînaient un peu se sont précipitées. Tout cela aboutit au mois de juin 1815, dans l'acte final du Congrès de Vienne, à la reconnaissance de l'État pontifical, dans l'état dans lequel il était en Italie avant la Révolution française, à peu de choses près. Au Congrès de Vienne, Consalvi réussit un second tour de force.
Il fait revenir à Rome l'essentiel des œuvres d'art volées par la France. Souvent, nous parlons du cardinal diplomate, du cardinal politique, du cardinal aussi protecteur des arts. Il avait beaucoup d'amis artistes. Il aimait la musique de Cimarosa et c'était une musique du XVIIIe siècle. Il a protégé ses filles. Et il a aimé les néoclassiques, il était proche de Canova et de Thorvaldsen. C'était aussi un homme d'art comme protecteur des artistes. À Rome, Consalvi aménage, repense les grandes places de la cité. Il restaure le Ponte Milvio, il entame les travaux de déblaiement autour du Panthéon, mais aussi du Forum romain. Les nombreux travaux de réfection qui concernent le Colisée sont de son initiative. Il soutient et fait travailler l'architecte Valadier, le sculpteur Thorvaldsen et surtout Canova, avec qui l'entente sera très prolifique. L'un et l'autre font cause commune pour rendre hommage à la beauté classique. Cet homme de culture va faire bénéficier son administration de ses goûts pour la sculpture qui alors est une sculpture moderne. C'est une sculpture moderne, mais qui s'inspire des grands classiques. N'oublions pas que nous sommes dans le siècle du romantisme. Donc on regarde vers l'Antiquité, d'où son attrait pour la restauration des grands monuments romains. Tout en réaménageant Rome, Consalvi promulgue des lois dans différents domaines et tente d'adapter le code civil de Napoléon aux États pontificaux. L'empereur lui a laissé un vif et sans doute rude souvenir. Cependant, Consalvi se montre magnanime à l'égard de sa famille. Il aide Pauline, la sœur de Napoléon, à se réfugier à Rome où elle occupe une magnifique villa. L'espace est lumineux et le style empire se décline dans de larges pièces. Ici, le temps semble s'être arrêté du vivant de Pauline. Tout est mis en place pour rappeler son auguste frère. Consalvi poursuit ses engagements sur la scène internationale. Il soulève la question de l'esclavage qu'il condamne et signe de nombreux concordats ou d'accords de ce type avec plusieurs pays. Mais la disparition de Pie VII en 1823 marque la fin de sa carrière politique et celle de son emprise sur Rome. Principal héritage du cardinal Consalvi, c'est incontestablement l'action diplomatique qu'il a conduit et qui a fait, par exemple, que la plupart des États européens, alors pas immédiatement sous son gouvernement, mais par la suite également, ont conclu des concordats avec la Rome pontificale, et de ce point de vue-là, ont replacé Rome au centre de l'Europe, non seulement catholique, mais de l'Europe religieuse, et fait que Rome s'affirme dans les années suivantes, jusqu'à ce que finalement intervienne ce qu'on va appeler la question romaine au moment de l'unité italienne à partir des années 1859-1860. L'historiographie française parle du consalvisme, c'est-à-dire l'héritage du cardinal Consalvi. Qu'est-ce que c'est le consalvisme? C'est l'attitude de l'Église romaine à trouver des solutions avec n'importe quel pouvoir, légitime, pas légitime, de droite, de gauche, n'importe quoi, mais trouver un accord pour les biens de l'Église. L'héritage que Consalvi a laissé à l'Église, et pas seulement à l'Église, c'est de savoir tenir compte
de ce qui est essentiel et le distinguer de ce qui ne l'est pas. Pour l'Église, comme pour la société, il y a des éléments fondamentaux sans lesquels ni l'Église ni la société n'existent. Et puis, il y a les aspects qui sont des aspects concrets et qui sont liés aux époques. Pour résumer, je dirais que nous pouvons prêter à Consalvi cette parole que Tomasi di Lampedusa met dans la bouche du guépard: il faut que tout change pour que rien ne change. Ercole Consalvi meurt le 24 janvier 1824. Une foule immense lui rend un dernier hommage. Son corps repose à l'église San Marcello al Corso, dans le centre de Rome. Son cœur a été placé au Panthéon. Les combats du cardinal Consalvi contre Napoléon Bonaparte laissent le témoignage d'un homme qui a tout fait pour sauver la mission spirituelle de la papauté. À Vienne, il s'est rallié aux grandes puissances qui souhaitaient créer une dynamique de paix. Cette perspective tiendra plus d'un siècle, jusqu'en 1914. Promulguer la paix, c'était la grande idée du traité de Vienne, dans lequel Consalvi joua un rôle essentiel. Un rôle à la hauteur de sa profonde humanité.